Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Dans notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église, nous avons découvert dans les précédentes émissions, commencé à travailler plutôt sur le thème de la promotion de la paix et de la communauté internationale. Et nous poursuivons aujourd'hui avec une question brûlante au cœur de l'actualité. Existe-t-il une guerre juste, ou autrement dit, comment est-ce que l'Église envisage-t-elle ce sujet de la paix et de la guerre? Nous en parlons avec nos invités. Sylvie Bucquerit-Pontual, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Justice et Paix France. Vous avez été présidente auparavant du CCFD Terre Solidaire et vous êtes enseignante en droit public à l'Institut catholique de Paris. Père-Yann Lelay, bonjour, prêtre du diocèse de Versailles, responsable de la formation des séminaristes pour ce diocèse et délégué national à la diaconie et à la solidarité pour la conférence des évêques de France. Père-Yann, pendant des siècles, la pensée de l'Église a essayé de préciser ce que pouvait être une guerre juste, de développer l'idée d'une guerre juste. Mais dès Jean XXIII avec Pacem in Terris, puis Paul VI à l'ONU qui répète plus jamais la guerre, et puis plus récemment, on pense au pape François dans Fratelli Tutti, je cite, qu'il est aujourd'hui très difficile de défendre, qui écrivait « Il est aujourd'hui très difficile de défendre les critères rationnels élaborés au cours des siècles passés pour parler d'une éventuelle guerre juste ». Et puis maintenant, le pape Léon, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, et dans l'histoire récente, tous les papes s'accordent pour dire qu'il n'y a plus de guerre juste? Père-Yann. Alors, oui, d'une certaine manière, en tout cas, on peut dire que, compte tenu de notre histoire et du développement des peuples et des technologies, de l'humanité, voir la guerre encore aujourd'hui est un échec, en fait, de notre progrès, et qu'il est difficile aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, aussi diplomatiques, en tout genre, de connaissances mutuelles, culturelles et autres, il est quand même encore difficile de se dire qu'on puisse justifier des guerres et la guerre n'est pas justifiable. En même temps, on peut se dire que quand même, il y a des moments et des situations où il est essentiel d'entrer dans le conflit, comme dirait le pape François, de l'assumer, et parfois de se défendre. Et c'est fondamental d'ailleurs de se défendre. Défendre d'abord la population, les enfants, les femmes, les anciens, les pauvres, et toute la population. Et aussi de restaurer la justice, et que ça peut passer par un moyen armé. Mais ça doit être... Et là, et c'est pour ça que le concept de guerre juste ne peut pas être complètement rejeté comme ça, parce que la guerre juste, c'était aussi une manière de donner, d'encadrer, de limiter, de lui donner un cadre pour l'exercice de la violence en vue de protéger, et de se protéger ou restaurer quelque chose qui a été injustement abîmé. Donc ces critères de discernement, ce cadre, il demeure, même si aujourd'hui on voit, vu les moyens technologiques déployés pour faire la guerre d'un côté et les autres moyens diplomatiques qui peuvent être déployés à côté, oui, ça devient les plus critères compliqué. d'intention droite dans ce que je mène, de la cause juste, de la proportionnalité des moyens, de l'espérance, de la réussite des moyens entrepris, je pense que c'est des critères qui demeurent toujours. Mais il devient insuffisant. Et quelque part, il doit être aussi dépassé dans le sens où, compte tenu de la taille de la guerre aujourd'hui, enfin des implications, on voit bien, dans des conflits qui prennent des dimensions mondiales, qui impliquent tout le monde, justifier la guerre, c'est se dire, en fait, on est en train de se justifier vraiment l'affrontement des peuples et même une crise très grave. Donc on doit lutter vraiment pour que la guerre ne soit pas la solution ni envisagée, ni recherchée. Sylvie Bucquerit-Pontual, je voulais vous faire réagir sur quelques mots, quelques expressions utilisées dans la doctrine sociale au paragraphe 497 du Compendium. On en retrouve un certain nombre, que la guerre est un fléau, qu'elle ne constitue jamais un moyen approprié pour résoudre les problèmes entre les nations. Elle ne l'a jamais été et elle ne le sera jamais. C'est une aventure sans retour. Avec la paix, rien n'est perdu, mais tout peut l'être par la guerre. La guerre est toujours une défaite de l'humanité. Vous êtes président d'un mouvement en France qui s'appelle Justice et Paix, présidente pour la France, mais un mouvement international. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à partir aussi de votre expérience sur ce thème de la guerre juste ? Alors moi, je souscris évidemment à la doctrine sociale de l'Église en totalité et aux propos que vient de développer Yann. Pourquoi ? Parce que lorsque on assiste à ce qui se passe actuellement, à cette course démesurée à l'armement,
on sait qu'on va vers encore plus de conflits, encore plus graves, encore plus étendus, et donc des atteintes aux populations massives, que ce soit dans leur corps même, ou que ce soit sur le plan économique, politique, social. Alors qu'il existe, et ça, pour le coup, c'est mon expérience de terrain, engagée dans des organisations de la société civile, unies à des organisations de la société civile, en particulier des pays du Sud, que si l'on développe un certain nombre de techniques de construction de la paix, et je peux en donner des exemples, eh bien, on construit préventivement, quelque part, on empêche les futurs conflits, et si on traverse un conflit, et même au cœur du pire des conflits, on peut trouver des moyens de créer des petits moments de paix qui permettent aux populations civiles de souffler. Et en sortie de conflit, on a aussi un certain nombre de processus pour aider les populations à construire la paix. Quelques exemples. Rassembler, par exemple, comme nous l'avons fait en son temps et toujours au CCFD Terre Solidaire, les responsables religieux, par exemple, de la région sahélienne, en leur permettant de se réunir en dehors de leur pays pour être libres, sans pression, pouvoir se parler, pouvoir se connaître et pouvoir essayer d'imaginer ensemble des chemins de construction de la paix, à la fois à l'intérieur de leur société et entre leurs pays. Autre exemple, entre Israéliens et Palestiniens, avant évidemment le 7 octobre, la possibilité de permettre à des jeunes de ces deux populations de construire, par exemple, des médias ensemble, des médias numériques, et de pouvoir confronter leur point de vue et leur analyse. Ou donc, encore des femmes qui vont travailler ensemble de différentes communautés dans des pays, notamment en Afrique centrale, qui sont en permanence en conflit, non pas sur le sujet de la paix en tant que tel, mais travailler ensemble la terre, les pratiques de la terre. Et à partir du moment où les personnes peuvent dialoguer ensemble, apprendre à se connaître, découvrir qu'elles peuvent mutuellement s'apporter et construire quelque chose de leur avenir qui va être meilleur que si elles étaient restées chacune de leur côté. Et en vous écoutant, je pense à Jean-Paul II qui, dans un de ses discours, je n'ai pas la référence là, encourageait la croissance d'une authentique culture de la paix. Et on entend qu'à travers des initiatives comme celle-là, ça participe à créer cette culture de la paix. Et je voudrais citer une autre phrase dans le compendium au paragraphe 494. « La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, ni même un équilibre stable entre des forces adverses, mais elle se fonde sur une conception correcte de la personne humaine et requiert l'édification d'un ordre selon la justice et la charité. » Il y a beaucoup à dire sur cette phrase, Père Yann, la paix qui n'est pas simplement l'absence de la guerre d'abord, et puis après, Sylvie, je vous ferai réagir sur le lien entre la paix, la justice et la charité. Ben oui, parce que en fait, le fait qu'on ne soit pas rentré dans un conflit armé ne veut pas dire que finalement on est en train de construire, je dirais, un milieu de vie universel profitable à tous. On peut aussi instaurer des situations vraiment d'injustice qui préparent la guerre d'une certaine manière. Aujourd'hui, la guerre est toujours liée à une question d'injustice ou à une question de ressources, de captation du bien de l'autre, de concurrence, de puissance. C'est toujours en jeu, en fait. C'est là où je pense que le concept de guerre juste nous dit, mais en fait, vous ne faites pas la guerre pour restaurer la dignité de l'homme ou une justice, vous faites la guerre parce que vous voulez conquérir plus et asseoir un pouvoir plus grand. Donc il y a une injustice de la guerre qui est dénonçable aujourd'hui totalement. Et il peut y avoir des situations d'injustice qui créent le terreau qui peut aboutir à une guerre, mais c'est ça que peut-être les textes de l'Église veulent souligner. La paix, ce n'est pas juste l'absence de guerre, c'est aussi s'engager avec des initiatives. C'est un travail de tous les jours et on doit toujours remettre en question, je dirais, les relations qui fait que cette paix, et on doit, comme le dit Pape François dans la joie de l'Évangile, dans ce petit chapitre, la dimension sociale de l'évangélisation, avec ces 4 critères de discernement, l'unité est supérieure au conflit, prévaut sur le conflit. Ça veut dire que
la paix, elle doit toujours passer au crible de l'unité, à la recherche d'un bien commun, des recherches de ce qui va permettre à tout le monde de vivre. Elle est un travail permanent, la paix. Ça n'existe pas une paix où on serait juste béat devant une situation. Et on doit toujours reconquérir, c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans une équipe, c'est vrai dans nos sociétés, dans nos quartiers. Il faut toujours reposer nos relations ensemble. Et c'est l'enjeu, c'est lui-même dans le nom du mouvement dont vous êtes présidente, Justice et Paix, ça lie, on pense au psaume 84 évidemment, mais ça lie ces deux sujets, c'est-à-dire que le travail pour la justice favorise la paix, à l'inverse, les situations d'injustice créent le terreau de la guerre. Alors complètement, et je dirais que depuis quelques dizaines d'années, cette conviction-là, elle a émergé de manière concrète dans la mesure où Le Verian vient de mentionner ces situations d'inégalité, de discrimination qui vont créer des situations d'injustice. Or, la justice, pour moi, c'est le nouveau nom de la paix. On le voit bien dans les situations de conflit et de sortir de conflit. Il faut faire un travail de vérité, il faut faire un travail de mémoire pour pouvoir commencer à reconstruire un pays, une société, et peut-être arriver ensuite à une réconciliation, ce qui va supposer tout un travail et une démarche de pardon. Et pour reprendre Evangelii Gaudium, on sait que la paix, c'est très long à construire, le temps est plus important que l'espace. Et là, pour le coup, dans mon engagement de terrain, dans la société civile, je l'ai vu, ça prend parfois des dizaines d'années pour arriver à réconcilier des sociétés, pour construire, même si elles ne sont pas totalement déchirées, pour construire une paix qui soit une paix positive et non pas une paix négative. Et là encore, il y a maints exemples que je pourrais citer. Quelque part, dans Laudato Si, le pape François, qui articule cette idée de justice, comme étant une condition en fait, de la construction de la paix, pas seulement la paix articulée à la justice environnementale, mais aussi la paix articulée à la justice entre les générations, qui est une des clés aujourd'hui. Et ce qui fait aussi le lien avec l'autre nom de la paix qui est le développement, la justice, le développement pour inscrire ça dans le temps. Merci beaucoup Sylvie Buccaride-Pontual. On poursuit notre échange dans une prochaine émission. Père Yann Lelay aussi pour cet éclairage sur le thème de la guerre et de la paix qui n'est pas épuisé. Une dernière émission nous rassemblera sur ce sujet. Vous pouvez retrouver les précédentes sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.